Allez, c'est parti. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler fusion-acquisition et comment réussir un tel projet. Pour m'accompagner ce matin, je reçois Maxime et Azéline. Bonjour Azéline. Bonjour. Je te laisse te présenter rapidement. Ouais. Du coup, moi, je travaille chez Quative et j'ai repris la partie de ce qu'on appelle gestion de projet. J'ai rejoint la société une première fois en 2017. Je suis restée un an. Après, je suis partie un an chez Blablacar où là, au sein de l'équipe opération RH, j'ai travaillé sur l'intégration. C'était l'année où on intégrait Webus. Et puis, je suis revenue en 2019 chez Equative, qui s'appelait Smart à l'époque. On était à peu près 200 salariés. On avait déjà une présence internationale. Et aujourd'hui, j'accompagne l'équipe RH sur tout ce qui est ce qu'on appelle la gestion de projet. Ça va aller de l'optimisation de process, du support sur de la coordination de sujets complexes, type des migrations de paye, et aussi tout ce qui est pilotage des projets de fusion-acquisition sur la partie RH. Ça marche. Et puis Maxime. Salut Maxime. Salut, eh bien moi je suis chez Deal depuis presque 2 ans. 2 ans chez Deal, c'est faire partie des murs pour être poli. Deal aujourd'hui, c'est une société qui compte plus de 3000 collaborateurs. On a plus de 30 000 clients dans le monde, dont 700 en France. On est un acteur dit spécialisé dans l'approche globale RH. Donc, on accompagne nos clients sur l'ensemble du scope RH. On passe par la paye, sur les aspects de réglementaire, conformité, onboarding, suivi des collaborateurs, ainsi que tous les sujets relatifs à l'immigration et à la partie consulting contractuelle également des employés de nos clients. Voilà. Top. Azéline, tu nous racontes un peu qui est plus en détail Equative, combien de salariés aujourd'hui, à peu près où en termes d'implantation dans le monde. Alors, historiquement, on est un acteur français de ce qu'on appelle l'AdTech. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, en fait, on est une plateforme qui va permettre de monétiser tout ce qui est encart publicitaire en ligne. Historiquement, donc on a été créé en France. On a débuté notre expansion premièrement sur le marché européen autour de 2015-2016. Et puis, on a continué d'ouvrir, donc c'était plutôt des bureaux locaux de vente jusqu'en 2019 où on a ouvert Singapour sur la région APAC. Et en parallèle de cette évolution, donc le headcount a grandi majoritairement au travers d'acquisitions. Typiquement, en 2019, on a fait une première acquisition en Allemagne où on a intégré une vingtaine de salariés. Et en 2021, là, on a fait une acquisition, mais on parle plutôt de fusion, où en fait, on a intégré une société de 200 personnes et nous, on en faisait 250. En fait, du jour au lendemain, la société a doublé de volume et c'était une société qui avait une structure assez proche de la nôtre avec un siège historique français et une présence dans différents pays où parfois nous étions déjà, mais par moments pas du tout, typiquement Dubaï. Ça a été quand même le rachat le plus structurant, ne serait-ce parce qu'on a doublé le headcount. Et en fait, le plus gros enjeu en termes de M&A, parce qu'il a fallu un peu reconstruire l'organisation, que ce soit en termes d'optimisation, d'intégration de processus, mais aussi tout ce qui va être enjeu de culture de société. Typiquement, on a carrément changé de positionnement marché ou même de nom de société en fait à cette époque. Et aujourd'hui, on a 18 bureaux dans 11 pays différents, dans quasiment toutes les régions. Et en parallèle, on a des personnes en full remote dans certains pays. Tu étais là déjà à l'époque du rachat en Allemagne, là, d'une vingtaine de personnes. Oui, moi j'ai eu la chance de participer à tous les rachats qu'on a pu faire. On a on fait beaucoup de croissance au travers d'acquisitions parce qu'il y a un enjeu technique déjà. Et donc, ouais, depuis que je suis arrivée, on en a fait 3 en tout, 2 en Allemagne et puis Dynamics, cette société où on a doublé de taille. Alors du coup, on va peut-être parler de l'Allemagne, on l'avait pas évoqué ensemble, mais vu que c'est plus petit et que ça a peut-être moins d'impact, quand tu rachètes une structure comme ça, plus petite que toi, de 10, 20, 30 collaborateurs, comment tu gères ton projet? Qu'est-ce que tu mets en place? C'est quoi les premières actions? Ce qui est plus simple dans le rachat de petites structures, c'est bon, déjà localiser sur un marché, un pays.
et de fait plus simple d'aller d'aller contacter, d'échanger avec les personnes, créer le lien de confiance. Et ensuite, c'est des TPE qui ont souvent très peu d'outils sur la partie RH. Donc en fait, on arrive avec des outils clés en main qui vont les aider directement dans leur quotidien. Typiquement, en Allemagne, ce qu'on a fait, c'est dans les premiers mois, on les intègre à nos SIRH, que ce soit pour la gestion des congés, que ce soit nous pour la gestion du headcount. Et en fait, on leur apporte des services que eux n'ont pas, qui vont leur permettre aussi de scaler et de gagner du temps sur des fonctions centrales administratives qui sont souvent, c'est souvent des personnes en baisse et forte en fait sur ce type de structure. Ouais, Donc la première chose qu'on fait, c'est on audite toujours un peu, mais c'est aller regarder les outils et identifier ce qu'on peut mettre en place rapidement pour les aider eux et leur montrer un peu que bah oui, on va leur apporter quelque chose. et ce rachat là de 20 personnes, il était dans le cœur de business de l'époque ou c'était une extension vers de nouveaux services? Alors c'était une extension. Ouais, c'était une extension. En fait, historiquement, c'était notre première entrée sur la partie, ce qu'on appelle demand du business. En fait, pour nous, c'était aussi un apprentissage et obtenir un outil que techniquement, on n'avait pas encore développé en interne et qui peut nous aider derrière face aux clients. Juste pour faire un parallèle, toi, Maxime, chez Deal, quand vous avez des clients comme ça qui souhaitent s'implanter à l'étranger ou tout simplement qui font des rachats euh, à travers le monde d'entités, tu peux très facilement embarquer, toi, un certain nombre de services pour tes clients. Ouais, je pense que c'est toute la valeur ajoutée de Deal aujourd'hui et encore une fois, cette approche Global HR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner nos clients sur tout le cycle en fait d'une M&A. À garder en tête que généralement, un projet M&A reste extrêmement confidentiel avec un scope réduit de stakeholders également identifiés. Les RH sont très peu souvent intégrés dès le début sur les aspects confidentiels. Donc, il y a tout un aspect de project management sur lequel on met vraiment, on pilote avec nos clients sur cet aspect-là. Forcément, ça implique énormément de facteurs qui ne sont pas pour autant identifiés de but en blanc. On peut découvrir des sujets d'immigration. Donc, en fait, le vrai sujet de Deal aujourd'hui, c'est de toujours avoir un plan B. Il y a toujours un plan A qui est on va dire, le best case scénario sur une acquisition, notamment des sujets de carve-out où on va faire l'acquisition d'un concurrent, par exemple, et toujours d'avoir un plan B. Et c'est là où Deal vraiment opère et apporte une vraie valeur ajoutée. On aura toujours un plan B à proposer qui reste dans la lignée de nos services. Et c'est justement, encore une fois, lié à cette approche globale, pléthore de services, pléthore de complexité qu'on va couvrir en effet à travers nos différents produits. Dans le teaser de ce webinaire, on avait évoqué trois facteurs en cas de fusion-acquisition, la conformité, les outils RH et puis l'impact sur la culture d'entreprise et les politiques RH. En termes de conformité, Azeline, c'est sur une petite acquisition, j'imagine, c'est assez rapide. Alors, pas forcément. En fait, ça va dépendre du fonctionnement de l'entité en elle-même. Je vois Maxime qui sourit, mais en fait, ça peut arriver où les pratiques mises en place par la société ne vont pas forcément être alignées avec nous, les pratiques groupes telles qu'on peut avoir. On n'a pas forcément les mêmes critères en termes de sécurité, en termes de capacité à prendre des risques ou pas. Plus on est gros, en fait, plus on va chercher à réduire le risque. Quand on est plus petit, on va se permettre un peu plus de flexibilité pour faire vivre et survivre le business. Et typiquement, on a eu des cas où, suite à des rachats ou à des partenariats commerciaux avec des sociétés où les pratiques n'étaient pas alignées. Un des exemples, c'était une société qui fonctionnait beaucoup avec des contracteurs. Ce qui se fait beaucoup au début pour lancer son business, avoir beaucoup plus de flexibilité, aller chercher de la compétence plus loin. Mais nous, à notre niveau, on n'accepte pas d'avoir un trop grand pourcentage de contracteurs et on préfère à l'inverse avoir des salariés et investir un peu plus sur du long terme. Et donc, c'est là où on a travaillé avec Deal sur comment identifier les meilleurs contracteurs, ceux qui étaient là depuis longtemps, qui avaient acquis une certaine expertise, et comment on va essayer de trouver un mi-chemin entre un statut de contracteur et un statut d'un salarié sous Deal pour créer justement ce partenariat un peu plus long terme. Donc, ça dépend vraiment de... C'est plus simple d'auditer, dans le sens où il y a moins de données, mais selon la société, les pratiques mises en place en amont
Il peut y avoir tout de même un peu de complexité et prendre le temps de cleaner en fait la situation et aligner les pratiques en fait. Ouais. Alors, bon, là, on a démarré par l'Allemagne, mais ensuite, tu m'avais parlé de la grosse acquisition où vous avez quasiment doublé du jour au lendemain. Donc là, j'imagine que le projet est beaucoup plus complexe, et notamment d'un point de vue culture d'entreprise, adoption des outils, parce que là, tu l'as dit très justement, quand tu achètes une société de taille de type TPE, toute petite PME, évidemment, ils n'ont pas d'outils. Donc toi, tu arrives avec des outils et donc, quelque part, tu as une valeur ajoutée. Maintenant, quand tu achètes la même entreprise en termes de taille, j'imagine qu'ils ont déjà leurs outils et que c'est pas la même histoire, en fait. Comment ça se passe? Alors le cas qu'on a eu, ce qui était le plus déroutant, je dirais, au début, c'est qu'en gros, cette société, ils n'avaient pas du tout la même approche que nous. Dans l'approche de la gestion internationale des ressources humaines, il y a plusieurs typologies. Nous, on a tendance à vouloir centraliser pour des notions de contrôle, d'harmonisation au maximum. Et à l'inverse, la société qu'on a acquis était plus dans l'hyper-flexibilité pour donner un maximum de souplesse en local et être capable de réagir rapidement. Donc après, c'est des différentes politiques. Et donc, l'enjeu qu'on a eu, c'est que chaque bureau avait ses propres pratiques et parfois ses propres outils. Et donc là, nous, quand on est arrivé, il y a eu quand même un sujet d'harmonisation et où, en fait, on n'a pas eu ce souci de deux outils qui se font la guerre, entre guillemets, mais plutôt notre outil qui touchait déjà 50% des salariés et une pluralité de micro-outils qui touchaient 10-20% des salariés maximum. Mais encore une fois, le sujet, c'est, enfin, l'approche qu'on a à chaque fois, c'est on commence par auditer, on va questionner, et puis après, on essaie de démontrer en quoi notre process peut fonctionner et l'apport de l'harmonisation pour scaler en fait à plus long terme. En termes de contrat de travail, ça se passe comment? Tu refais signer un contrat de travail à l'ensemble des collaborateurs qui viennent rejoindre la structure qui est arrachée ou tu continues à faire vivre les entités telles qu'elles étaient organisées? Parce que j'imagine qu'il faut aussi harmoniser les types de contrats. Il peut y avoir des problématiques de reprise d'ancienneté. J'en sais rien, des problématiques liées au congé. Oui, alors nous là-dessus, on a une approche où ça va pas être la problématique primaire des salariés. Et du coup, on accepte de vivre, entre guillemets, avec une dette administrative qui peut parfois être un peu lourde pendant quelques mois, voire un an, pour ne pas trop brusquer les équipes. Et donc, au début, on va continuer de vivre avec les contrats actuels. En fait, on rachète l'entité, on intègre l'entité à notre org chart juridique. Et donc, on limite ces cas-là. Et in fine, avec le temps, donc sous 6 mois, 1 an, là oui, dans la plupart des cas, on va avoir tout un travail de merge des entités, enfin, de fusion des entités juridiques ou d'intégration d'une entité juridique au sein d'une autre. Et donc là, il y a tout ce qui est remise en compliance, mais il y a aussi des sujets par exemple, au Brésil, on va avoir on est sous deux conventions collectives différentes, donc deux typologies de règles différentes. Et c'est comment choisir la bonne convention collective, comment l'expliquer aux salariés pour s'assurer qu'eux n'y perdent pas non plus. Et c'est là où il y a vraiment besoin d'une expertise en local pour pouvoir comprendre tous les enjeux. Et dans le cas de pays où on n'était pas implanté en amont, on ne les a pas forcément tout de suite. Maxime, par rapport à l'ensemble des clients que tu côtoies, comment ça se passe en général en termes de justement de mise en conformité? Est-ce qu'il y a des best practices que toi, tu as identifiées? Je pense qu'en fait, c'est intimement lié à la typologie structurelle de l'acquisition en tant que soi. Si je reprends un exemple récent pour un client pour lequel on a géré et piloté toute la partie M&A, c'était un carve-out. Donc un carve-out, c'est globalement, on fait l'acquisition d'une division d'un concurrent. De par cette définition, on acquiert uniquement les personnes et l'expertise de ces personnes, et pour autant, on n'acquiert pas la partie RH, non plus l'entité.
Et donc, en fait, on se retrouve en fait dans un challenge qui est globalement qu'est-ce qu'on fait, structurellement parlant, parce que si on fait l'acquisition de 100 personnes au Brésil et qu'on n'a pas d'entité, ça veut dire que globalement, il va falloir ouvrir une entité. Si on a 10, 20 personnes, on peut passer sur un modèle dit d'employer of record où on fait appel à une société telle que Deal pour porter les collaborateurs. Et donc, on va également aider et assesser, si je puis dire, la partie benefits, contrat, reprise d'ancienneté, parce que c'est un vrai sujet. Quand on bascule sur un acteur tel que Deal, sur un sujet de portabilité, forcément, on ne peut pas dire à un employé qui est en poste depuis 10 ans, bah, tu vas partir sur un nouveau contrat avec Deal et du coup, tu as une période d'essai. Donc, il y a tout cet aspect de rééquilibrage, de conformité des contrats sur lequel il faut travailler, mais ça amène également encore plus d'enjeux, on va dire, stratégiques au niveau des clients, à se dire, bah, si on doit créer une entité, quels sont les enjeux fiscaux, quels sont les enjeux comptables, quel est l'impact que ça va avoir sur la partie taxation également. Et donc là, on va vraiment accompagner et prendre par la main le client sur ces aspects-là et être force de recommandation également par rapport à d'éventuels risques légaux qu'on pourrait identifier. Parce que porter 200 salariés ou racheter, on va dire, 200 freelances dans un pays, il peut y avoir des risques de requalification qui y sont associés. Et donc, c'est également notre rôle d'évaluer le potentiel risque et d'être force, encore une fois, de proposition sur une solution qui ferait partie de notre portefeuille. Parce que quand tu, par exemple, rachètes une toute petite boîte de 5 à 10 collaborateurs, ça vaut peut-être même pas le coup de les intégrer directement au contrat chez toi, en fait. Il y a un arbitrage à faire, non? Il y a un arbitrage à faire. Après, c'est stratégiquement parlant. Ça va dépendre également de la typologie, du profil des employés. Est-ce que ce sont des employés purement business? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un besoin de présence géographique parce qu'il y a un besoin de proximité avec des clients, par exemple, ou par rapport à du business identifié. Donc là, oui, forcément, la question se pose de créer une entité. Après, le gros challenge, c'est combien de temps ça prend. Quand on pense à une M&A, généralement, on a très peu de temps, il faut aller très très vite et créer une entité dans un pays, ça peut prendre 2, 3, 4 mois et on n'a aucune certitude. C'est très difficile d'évaluer, de dire bah, le 15 juillet, on aura l'entité au Brésil qui sera ouverte. C'est quasi impossible. D'où mon point initial de plan B, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si globalement, le 15 juillet, l'entité n'est pas ouverte. Il faut qu'on réfléchisse d'ores et déjà à ce plan B. Donc, ça, c'est vraiment stratégique côté client, mais en effet, je te rejoins sur le fait que la question se pose. Oui, en effet, pour 10 personnes, ça va vraiment dépendre de la typologie et le profil de l'employé, surtout. Et du coup, pour revenir sur la partie strictement outils RH dont tu parlais tout à l'heure, Azéline, ça se passe comment là parce que j'imagine que toi, tu mets en place ton outil aussi un peu comme un garde-fou pour toi te permettre d'avoir tes ETP, enfin un certain nombre de data RH qui sont nécessaires à la gestion en centrale. Ouais, en effet, en fait, la première chose qu'on fait en général lorsqu'il y a une fusion, une acquisition, c'est on importe en fait les éléments sur les salariés au sein de notre SIRH premier, ce qui nous sert un peu à suivre le headcount, à suivre la partie des coûts. Et en fait, ça nous sert de tableau de bord avant d'être réellement utile pour les équipes qu'on intègre en termes de process, etc. Il y a vraiment cette notion on importe l'ensemble des éléments et nous, on se crée ce tableau de bord. Une fois que ça s'est fait, il y a un enjeu de comment faire en sorte que cet outil soit utile, utilisé, mis à jour régulièrement aussi par les équipes. Et c'est là où on va plus travailler sur comment faire en sorte que cet outil réponde tout ou en partie à leurs besoins pour que de eux-mêmes, ils se mettent à l'utiliser. Et nous, on va commencer souvent l'approche que j'ai, c'est j'échange un peu sur leurs pratiques et on va commencer à reprendre en main ou du moins échanger sur les sujets d'onboarding, tout simplement parce que moi, je veux être sûre à chaque fois qu'il y a un nouveau de pouvoir l'intégrer, sinon ma photo actuelle telle que je l'ai importée aujourd'hui, demain, elle est plus bonne. Et pour eux, en échange, on va les aider à automatiser un certain nombre de tâches qui, encore une fois, sont réalisées en best effort. Informer, je sais pas, les équipes IT, la création des comptes à des outils, ce genre de choses. Donc, ce qui permet d'avoir un effet donnant-donnant. Tu dois me donner l'info, mais en échange, moi, je te permets de gagner du temps sur telle typologie d'éléments ou même envoyer les éléments selon les pays. Il y a pas mal de formulaires, de choses à signer, etc. En fait, tout ça, c'est automatisé chez nous. Donc, en fait, on va l'automatiser chez eux. Et une fois que ça s'est fait, selon
selon les merges, en fait, on établit des priorités selon les besoins. À partir de quand est-ce que je mets en place le système de gestion des congés? À partir de quand est-ce que je mets en place différents systèmes de validation ou pas dans les outils? Des choses toutes bêtes, mais nous, les managers, ont un visuel sur les salaires des membres de leurs équipes. En fait, dans des plus petites structures, parfois, ça va être uniquement les MD qui ont accès à ce type d'informations. Et donc, je ne peux pas leur donner accès tout de suite, mais par contre, il faut que je les éduque, le MD, à peut-être perdre un peu de contrôle ou peut-être accepter de former ses managers, etc. Pour petit à petit les intégrer autant aux outils qu'au processus, en fait. Parce que si je fais que les outils sans expliquer la pratique, on va avoir un biais, un manque d'utilisation, ce qui est en fait complètement inverse à l'effet recherché. Et au niveau de la paye, justement, en local, tu fais comment? Tu laisses les systèmes de paye en place continuer à vivre ou vous avez une démarche également de centralisation? Alors, toutes les payes sont gérées en centrale chez nous. On a un service paye. Dans le cas des rachats, c'est un peu comme pour les contrats, c'est pas le premier impact direct sur les salariés, donc c'est pas le premier sujet sur lequel on va creuser. C'est un choix de notre part. Pour d'autres structures, elles veulent directement reprendre la main. Mais au bout de quelques mois, on va commencer à faire des payes au début en shadowing. Donc, nous, notre responsable paye avec la personne qui gérait historiquement la paye. On va reprendre petit en main la paye. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune erreur, en fait, qu'il n'y ait aucun impact sur le salarié dans cette transition. Et une fois qu'on est en maîtrise de leur paye, ce qui, selon les sujets, peut être plus ou moins long, on va chercher à optimiser, puisqu'on a des pays où, typiquement l'Allemagne, où suite à des rachats, aujourd'hui, on a 3 prestataires de paye différents, ce qui n'est juste pas vivable long terme. Et donc, c'est comment on identifie le meilleur prestat parmi tous ceux avec qui on a la chance de travailler, pour fusionner justement toutes ces payes. Mais ça fait partie des sujets qu'on traite en second et où du coup, on a quand même un léger retard. Maxime, c'est quand même un petit défi la paye, j'imagine, dans un contexte international et de sécurisation de la data, mais également un défi aussi en termes de coûts de production. C'est le nerf de la guerre. C'est payer les employés in fine. Donc, c'est un peu le résultat de toute la phase d'intégration des salariés jusqu'au paiement. C'est un vrai enjeu, et notamment quand on n'a pas l'expertise en local, c'est-à-dire que quand on fait le rachat d'une structure qui est à l'étranger, on n'a pas l'expertise, c'est globalement comment on fait la paye. Aujourd'hui, en fait, il y a deux sujets. Il y a la paye, mais également, il y a même la partie RH. Je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on va créer une entité, il va falloir potentiellement embaucher une personne qui va piloter tous les aspects RH en local, et ce également dans un laps de temps extrêmement réduit. Encore une fois, nous, on va se positionner, on va accompagner sur les aspects RH, on va accompagner également sur toute la partie structuration relative à la paye dans tous ces pays-là, puisqu'encore une fois, on est présent dans plus de 100 pays. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut reprendre toute la data qui a eu lieu sur les 3-5 années en fonction de la conformité du pays en question. Et il faut arriver aussi à consolider tout ça tout en respectant un écosystème applicatif qui est déjà présent au niveau du HQ, ce que disait Azeline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a déjà une technologie. Comment on fait pour intégrer un opérateur paye supplémentaire? Alors, ça amène à beaucoup de réflexions. Généralement, quand on arrive dans cette phase projet, on se pose souvent la question à se dire, voilà, comme disait Azeline, j'ai 3 providers en Allemagne. Là, je fais le rachat d'une autre structure. Est-ce que je n'ouvrirais pas également la porte à une réflexion plutôt globale de recentralisation, consolidation de la partie opérationnelle paye? Et c'est souvent un sujet, parce que sinon ça amène encore une fois une fragmentation supplémentaire de toute cette partie opérationnelle qui est déjà très complexe à gérer au quotidien. Ce serait se rajouter une couche de complexité en plus. Donc, ouais, la paye, in fine, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Il y a toute la partie, on va dire, project management, on intègre les collaborateurs, on crée les entités, on identifie éventuellement des warnings sur la partie migration, visa, etc.
Mais in fine, la paye, il ne faut jamais l'oublier. Et nous, on l'intègre très rapidement dans les process de project management parce que c'est le résultat final. C'est-à-dire qu'à la fin, il va falloir réussir à payer ces collaborateurs-là, tout en reprenant tout l'aspect sur lequel on a travaillé en amont, qui sont la partie bénéfice également. Donc oui, c'est la partie pas la plus fastidieuse, je dirais pas ça, mais c'est un sujet qu'il ne faut pas oublier globalement quand on pense acquisition. Et sur la partie comp and bend, tu gères ça comment, Adeline? Parce que j'imagine que il y a une question aussi de grille de salaire au niveau global, de benefits. Comment tu fais? Il y a quand même des ajustements à faire. Oui, en général, mais en fait, outre la partie grille de salaire, les pratiques ne sont jamais les mêmes. Là où c'est le plus flagrant, je pense, pour les équipes, pour les salariés sur place, ça va être tout ce qui est benefits, en fait. Si je reprends l'exemple de l'Allemagne, mais on a eu le cas aussi au Brésil, on achète deux sociétés, souvent elles finissent ensemble dans le même bureau, et in fine, ils n'ont pas les mêmes bénéfices. Ça va être, je sais pas, il y en a qui vont avoir des tickets resto, d'autres une assurance santé. En fait, c'est des éléments qui sont hyper tangibles, hyper visibles, et qui vont créer des fortes inégalités si pas adressées. Donc en général, ce qu'on fait, c'est bon, déjà, il y a toute cette notion d'audit où on reconnaît cet écart. Et nous, on est assez transparent avec les équipes sur le fait de dire oui, on sait qu'il y a un sujet, oui, on sait qu'il y a un écart. Le plan, c'est d'aligner dans tel sens, et par contre, ce sera fait à telle période. Globalement, pour l'instant, ça fonctionne. Les équipes acceptent, reconnaissent. En fait, elles se doutent que tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais par contre, on n'essaie pas de le cacher sous le tapis au contraire. En fait, ça fait partie des éléments sur lesquels on communique pour éviter en fait tout risque de frustration auprès des équipes. Et on a des cas où, par moment, en fait, on est entre guillemets obligé de vivre un peu plus longtemps avec ces écarts. Je prends le cas du Brésil. En fait, on a deux sociétés, on a du coup deux conventions collectives, et in fine, on a deux typologies de bénéfices. Et on va avoir le cas où au Brésil, l'assurance santé est quelque chose d'hyper important. Si je change le contrat d'assurance santé, les salariés vont perdre la seniorité et risquent de perdre les bénéfices. En fait, par moment, il faut aussi accepter oui, on se rajoute un peu de complexité, mais en fait, on réduit le risque sur les salariés et en attendant de trouver des solutions à long terme qui sont parfois coûteuses et assez dures administrativement à mettre en place. Et sur la partie plus rémunération en tant que telle, nous, on a eu des cas où, en fait, en dehors de la notion de grille, on n'avait pas la même manière de traiter les mêmes structures de rémunération. Nous, on va avoir 80% des salariés qui ont un bonus. Ça fait partie assez inhérente de nos fonctionnements. Et ce qui est très rarement le cas, en fait, sur d'autres sociétés avec qui qu'on peut racheter ou avec qui on fusionne. Et puis, il y a la notion de rémunération des différentes fonctions. Typiquement, quand on a racheté Dynamique, ils avaient un système de rémunération des commerciaux basé sur de la commission. Je touche un pourcentage à chaque fois que je vends quelque chose. Et nous, les mêmes sales, les mêmes commerciaux qui vendaient plus ou moins le même produit, in fine, étaient sur de l'OTI en trimestriel. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout la même réflexion, la même idéologie dans la construction du processus de rémunération variable. Donc là, encore une fois, en fait, on acte, on dit oui, il y a une différence, oui, il faut vivre avec. Et par contre, on a des équipes donc en fonction centrale commerciale, avec les équipes RH, avec les équipes finances, qui vont auditer les deux pratiques, qui vont réfléchir. En fait, comme dans une gestion de projet classique, on identifie l'objectif, on identifie les critères de succès, les parties prenantes, et de là, on va reconstruire un système de rémunération variable pour aligner tout le monde, mais en prenant le temps de réfléchir à qu'est-ce qui fonctionne réellement, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher avant de l'appliquer aux équipes. Ouais, puis c'est quand même assez sensible de toucher à la rémunération variable. C'est un La sujet rémunération, délicat. la Ouais. rémunération en général, ouais, c'est assez délicat. Ouais. Mais si en fait, après, c'est ce en quoi moi je crois et comment je vois la fonction, mais en fait, il faut un rachat, qui dit rachat, dit on ne va pas pouvoir tout résoudre par magie du jour au lendemain. Et c'est ce que je dis souvent aux équipes.
Mais par contre, à partir du moment où on acte du fait de oui, vous vivez avec une différence, on en a conscience, on travaille dessus, on donne des échéances. En fait, on fait preuve de transparence et on s'engage et on tient l'engagement de résolution ou d'alignement à terme. En fait, on arrive à les aider à se projeter et donc à créer malgré tout un engagement qui fait que, bah oui, c'est pas parfait, mais en fait, tout le monde fait de son mieux pour faire en sorte qu'on aille vers le mieux. Et sur de la Comp&Ben, c'est exactement ça. Et c'est pas pour autant que tout le monde était ravi du nouveau système, mais globalement, on a eu un assez bon engagement. Alors, du coup, l'autre sujet, quand tu rachètes justement une boîte qui fait la même taille que toi, et là où je pense qu'il doit y avoir un impact assez fort, c'est sur des enjeux de culture d'entreprise. Parce que finalement, tu as une entreprise A qui fait la même taille qu'une entreprise B. Ah ouais, c'est nouveau cet effet derrière. Avec, avec chacune sa culture d'entreprise. Euh, là, c'est compliqué, non? Parce que ça veut dire que tu peux pas imposer la culture de l'un à l'autre, et inversement, tu dois avoir un certain nombre de freins et de points de blocage. Ouais, du coup, on n'a pas du tout cherché à imposer parce que, bon, déjà, on ne fonctionne pas trop en imposant sur ce genre de sujet, mais en fait, pareil, on a directement accepté le fait que bah, la société dans laquelle on travaillait, donc moi à l'époque Smart, bah, elle n'existait plus réellement en tant que telle. Mais donc on a une nouvelle organisation, en fait on a une nouvelle structure d'organisation, un nouveau fonctionnement. Et donc on avait besoin de reconstruire une culture commune pour en effet créer de l'engagement, que tout le monde s'y retrouve. L'approche qu'on a eue, c'est alors, décider de redéfinir des nouvelles valeurs, forcément, l'outil premier dans une culture d'entreprise. Mais en fait, on a fait des entretiens avec des salariés, euh, plein de salariés de différents bureaux, de différentes équipes qui venaient de différentes entités, sur justement comment ils se sentaient dans la société, les éléments qui pour eux étaient marquants et très positifs, à l'inverse, des éléments de culture un peu plus négatifs, etc. Ça nous a donné beaucoup d'éléments sur comment les gens se sentent, comment les gens vivent la société. Donc Smart plus dynamique à l'époque principalement. Suite à ça, on a eu aussi des systèmes de survey pour que tout le monde puisse aussi partager ces éléments. Et en fait, toute cette matière, on l'a utilisée pour synthétiser et recréer ce qu'on a appelé le Values Guidebook. En fait, il y avait beaucoup d'éléments qui ressortaient sur le côté capacité à créer des relations humaines. C'est un élément très, très prenant, très, très fort de notre culture, quelles que soient les typologies de survey qu'on puisse faire. Donc, on a une valeur, on l'a appelé le Be Together, qui permet d'allier en fait le côté vraiment très humain. On avait un autre élément qui ressortait beaucoup, c'est nous sur notre marché, on est quand même minuscule. Face à nous, c'est des gros acteurs. Ça va être typiquement un Google pour avoir un nom qui parle à tout le monde. Donc il y a un peu le côté on est tout petit, mais on lâche pas et on continue de se battre. Et ce courage tenait à cœur des salariés. Donc, on a fait la valeur Be Brave, etc. Donc, en fait, on a pris des éléments des salariés, on a créé des valeurs, on les a communiquées, on a communiqué tout un guidebook avec un peu d'animation qu'on continue de communiquer aux salariés. Et tout ça, c'est doublé d'un travail de refonte plus profond en termes de repositionnement de marque sur le marché. Donc là, pas uniquement attrait aux salariés, de changement de nom de société. Et en fait, le tout a été communiqué et, euh, et mis réellement en place avec les salariés pendant un kick-off. Donc un événement où pour la première fois, on était les 500 sur site tous ensemble. Et donc, on a partagé tout ça. Et en fait, il y a eu d'excellents retours des salariés. Et en fait, suite à cet événement, on s'appelait plus Smart ou Dynamique, mais on s'appelait Equative. Et tout le monde, globalement, utilisait ce nom. Et même chose pour les valeurs, même si les gens les connaissent un peu moins. Mais même chose, il y a eu un travail de fond sur comment on audite, comment on arrive à synthétiser et comment on présente et on arrive à capitaliser sur ce côté très humain propre à notre culture en fait.
Maxime, t'as des retours à nous faire par rapport à ça, sur ces projets justement d'harmonisation des cultures ou sur des risques justement liés à la culture de différents pays? Ouais, c'est un bon point. En fait, enfin, moi, ce que j'ai pu identifier, notamment à travers les différents projets qu'on a pu piloter, c'est que le leadership qui était en charge de cette partie acquisition avaient ils ont souvent une vraie volonté de rencontrer les employés. Donc ça, c'est la première des choses, parce qu'il y a un besoin d'alignement, ils ont besoin de prendre la température de ces employés. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'un chief people ou un CEO va en fait faire des présentations sur la vision de la société, pourquoi ils font cette acquisition, dans quel but, simplement pour amener une certaine dynamique et qu'ils puissent être intégrés, se sentir intégrés dans le futur, dans ce projet commun. Sans parler pour autant de rebranding, mais c'est très important que l'employé soit rassuré, parce que généralement, on se rend compte quand on fait, et je sais qu'un client avait fait une enquête sur cet aspect-là avec les futurs employés, et la crainte qu'ils avaient pour 80% d'entre eux, c'était de se dire, mais le rachat, en fait, c'est simplement pour tuer la techno et nous tuer nous-mêmes. Et donc, c'est important que le leadership, lors des présentations, puisse présenter le plan global, la roadmap sur les 3-5 prochaines années, sur pourquoi on veut vous intégrer, pourquoi c'est important en fait qu'on puisse compter sur vous. Et après, oui, il y a un aspect très culturel, forcément. Et donc, l'aspect culturel va amener encore une certaine complexité, parce que quand on n'a pas cette expertise en local, on ne connaît pas. Et donc, c'est un peu l'inconnu, et il va falloir se reposer sur, alors, soit un prestataire, soit embaucher une personne qui a cette expertise-là pour pouvoir en effet piloter cette culture qui peut être spécifique par rapport à une culture purement européenne, par exemple, si on pense au Japon. Donc tout ça amène, oui, en effet, c'est important de le scoper. Nous-mêmes, chez Deal, on a fait l'acquisition, on a fait des acquisitions sur les 5 dernières années. Et je sais qu'Alexandre Boisis, qui est notre CEO, rencontre souvent, et tout le temps, les fondateurs passent beaucoup de temps avec eux, avec le leadership des sociétés, donc il fait l'acquisition, et également les employés, juste pour s'assurer qu'il y a une dynamique commune et qu'il les rassure. Il y a vraiment un sujet de rassurer les employés sur, encore une fois, le fait de faire partie intégrante du projet. Mais la complexité, de toute façon, restera humaine en fonction des pays, en fonction des cultures. Mais c'est vrai que globalement, il y a toujours une crainte. C'est toujours une crainte côté employé de se dire, c'est quoi mon futur? Qu'est-ce qui va m'arriver globalement? Ok, là, c'est tout un chamboulement au niveau contractuel, bénéfices, ok, je vais avoir un réalignement, on reprend tout. Mais dans un an, qu'est-ce qui se passe? J'ai une vie de famille, j'ai un crédit. Donc, en fait, tout ça sont des éléments sur lesquels, dans un premier temps, le leadership doit rassurer. Deux, la partie en effet qui est portée par Azéline notamment, c'est de les intégrer d'un point de vue purement RH sur des nouvelles cultures potentiellement, s'il y a une nouvelle culture qui est amenée à être designée. Je pense que c'est surtout ces aspects-là qu'il faut garder en tête. Mais c'est une complexité, c'est sûr. Ouais. Zéline, t'as d'autres points à rajouter par rapport à ça? Sur la partie plus, enfin nous aussi, un élément qu'on met en place à chaque fois qu'il y a des rachats, c'est en effet le comité de direction qui se déplace en fait et qui va faire les annonces sur place pour les équipes dont on fait les rachats. Et ouais, je suis alignée avec Maxime en fait. Si ce qui est complexe dans un rachat, c'est que on va créer un lien entre des entités juridiques. Mais en fait, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait un lien entre les personnes, il faut qu'il y ait un lien de confiance. Et du coup, le fait de se déplacer sur place et d'essayer de rencontrer les personnes est hyper important, si ce n'est obligatoire. Typiquement, Zinadming, donc ils avaient des bureaux un peu partout comme nous. Notre comité de direction, pendant quelques mois, ils ont fait une espèce de roadshow et ils sont allés dans tous les bureaux pour échanger, pour faire face aux questions et commencer à créer un lien de confiance. Et 8 mois après, les gens s'en souvenaient encore, avaient encore des souvenirs de ces moments-là, en fait. Ouais, ça demande l'implication de la direction et pas juste une implication morale. Ça demande de mouiller le maillot et d'y aller en fait. Euh, on est déjà à 40 minutes. Un point peut-être pour synthétiser ce qu'on s'est dit ce matin. Pour faire simple, comment on fait pour ouvrir une nouvelle filiale dans un nouveau pays, Maxime?
Comment on fait? Je pense qu'il faut s'armer. Faut anticiper. Il y a beaucoup de choses à anticiper. Je pense que quand on veut ouvrir une filiale, il faut surtout arriver à évaluer de façon extrêmement transparente combien de temps ça va prendre et quelle est la complexité relative à cette création d'entité en termes administratifs. Parce que forcément, en fonction d'un pays, ça peut être beaucoup plus complexe que d'autres. Je pense à l'Inde, qui est un pays extrêmement complexe pour créer une entité, par exemple. Le Brésil également est un très bon exemple. Et après, je pense qu'il faut s'armer et armer d'un partenaire de confiance. Parce que moi, je préfère, et je sais que la plupart de nos clients préfèrent qu'on leur dise vraiment ce à quoi s'attendre, plutôt que de leur dire, bah voilà, encore une fois, 15 juillet, l'entité sera prête, et en fait, on se retrouve le 15 juillet, gros gens comme devant, et on a rien, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense qu'il faut vraiment de la confiance avec le partenaire avec lequel s'appuyer, surtout sur cette création d'entité. Donc ça, c'est la création d'entité. Et forcément, derrière, il y a tout cet aspect de gestion, encore une fois, de l'employé. Parce que l'entité, c'est purement opérationnel, c'est un one-shot, on crée l'entité, on est référencé, on a notre numéro fiscal, etc., le format juridique. Mais derrière, c'est, encore une fois, comment on va faire pour piloter et gérer les employés, comment on fait pour gérer les bénéfices, quelle convention collective, comme disait Azeline, sur laquelle on doit s'appuyer. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. L'entité en tant que soi, pour nous, si tu veux, c'est purement un process. Ça reste vraiment un process qui prendra plus ou moins du temps, mais la complexité, plutôt, elle est derrière. C'est sur la partie employé, l'intégration de ces employés sur le bon fonctionnement de cette entité. Tu peux nous rappeler ce que propose Deal dans le cadre de ces fusions-acquisitions en termes d'offres de services? Comment vous accompagnez vos clients? Bien sûr. En fait, on va les accompagner sur absolument tout. C'est-à-dire qu'on va accompagner sur de la création d'entités. On va accompagner sur des sujets de portage par exemple, on va faire l'acquisition d'un salarié qui est basé au Brésil. On ne va pas créer une entité au Brésil pour un salarié. Cette personne-là, on se rend compte globalement qu'elle a un visa. Comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, Deal, on va pouvoir sponsoriser les visas pour les employés qu'on va porter, mais également pour les employés de nos clients en direct. On va être en capacité également, parce que quand on repense, je mets toujours un point de vigilance sur cet aspect immigration, parce que pour moi, c'est vraiment le point très complexe à garder en tête. Quand on va créer une entité ne veut pas dire que forcément on va pouvoir rattacher tous les employés qui ont déjà un visa à cette entité-là, puisque par entité, il va falloir ce qu'on appelle une sponsorship license, donc une licence qui permet à cette entité de pouvoir sponsoriser des visas. Et donc, on va, nous intégrer cette entité, deux, fournir, donc on va rentrer dans un process de delivery de sponsorship license pour leur entité. Donc ça peut prendre également un peu de temps. À partir de là, on va s'occuper de toute la partie contractuelle. Donc on va en fait regarder tous les contrats. On va faire une analyse précise de tous ces contrats-là. On va fournir les drafts de contrats à nos clients. En fait, on leur prémâche tout cet aspect purement administratif relatif au contrat de travail. À la suite de quoi, on va également pouvoir être force de proposition sur les États-Unis, par exemple, sur du PIO, donc c'est un co-employment, on va gérer également la partie bénéfice, et on va aller jusque la paye, encore une fois, donc c'est gérer la paye, pour les employés forcément portés, puisque par définition, c'est nous qui gérons leur cycle de vie en tant qu'employés, et deux, c'est piloter la paye dans tous les pays dans lesquels ils vont ouvrir des entités, et également dans les pays dans lesquels ils sont aujourd'hui présents. Ça marche. Azine, si tu avais un ou deux conseils à donner pour les RH qui ont en ligne de mire ce type de projet et qui n'ont jamais réalisé, ça serait quoi? Euh, alors, si le projet, c'est à l'internationalisation, pardon, en fait, il faut quand même se renseigner sur la partie en culture en local. Qui dit internationalisation dit quand même des nouveaux facteurs de risque, la connaissance de la langue, la connaissance des administrations locales, les pratiques culturelles. Donc, en fait, il faut déjà se renseigner sur ce qui se fait sur place. Et un exemple que je donnais quand j'étais intervenue en cours, c'est en fait, on va juste pas dire bonjour de la même manière pour créer le lien de confiance d'un pays à un autre. Donc ça, il faut quand même en prendre conscience face à un enjeu international. Et sur la partie fusion-acquisition, en fait, c'est être bien entouré. Nous, au niveau corpo, on a une personne qui pilote les fusions-acquisitions globales. Et en fait, tout le travail que nous, RH, on va faire, va avoir un impact sur tout le travail effectué par les autres départements.
Et c'est s'assurer que comment est-ce qu'on fait bien partie du fonctionnement global au niveau de la société, comment est-ce que notre mise en place, notre gestion de projet répond en fait aux enjeux de la structure dans son ensemble. Pour ça, faut s'entourer au début, mais même après, en fait. Top, ça marche. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a été assez clair sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions pendant ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions à soumettre à Adeline ou Maxime? Il nous reste 2 minutes. Ça veut peut-être dire qu'on a été extrêmement clair et précis. Hein. Ah, ça, c'est évident. Ça, j'ai aucun doute. Non, non, c'était très clair. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Merci. Merci, Roman. Isabelle, sujet intéressant, sujet complexe. Ok. Bon, bah, écoute, je pense que ça a convenu à tout le monde. De toute façon, ce webinaire, vous le retrouverez en replay d'ici cet après-midi sur MyRH Line. Et puis, vous pouvez contacter Maxime sur LinkedIn. Hein. Vous pouvez retrouver son profil et le contacter directement. Merci beaucoup, Azeline, d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne fin de semaine. Merci à toi. À très bientôt. Salut à tous les deux. Au revoir. Au revoir.